Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout pour découvrir le parcours, l'histoire de celles et ceux qui transforment le monde, ou qui l'observent d'ailleurs d'une certaine manière, puisqu'aujourd'hui nous avons un auteur, un journaliste, je ne sais pas trop comment le définir. Bonjour David Cobold. Bonjour. Comment vous vous définissez, vous d'ailleurs? J'ai un peu de mal, je dois dire. J'ai pratiqué des fonctions dans des entreprises auparavant, mais aujourd'hui, depuis maintenant 25 ans, je suis indépendant. J'ai une activité journalistique, d'écrivain. J'ai écrit plus de 30 livres sur le vin, d'animateur de séances autour du vin et de formateur. Donc voilà, je travaille dans le vin. Vous allez penser que... Mais je suis également peintre. Mais artiste. Oui, oui. Oui, oui. Et ça, c'est votre petit jardin secret? Disons que c'est ma formation de base. J'ai fait les 3 ans de Beaux-Arts à Londres, après l'université. Et puis, je pratique de temps en temps. J'ai fait une exposition cette année et une autre l'année dernière. J'espère faire un autre l'année prochaine. Ouais, vous auriez dû venir avec peut-être, on aurait pu insérer quelques tableaux pour voir votre style. D'abord, une question un peu de français posée à un anglais. Vous connaissez notre amitié. Oui, oui. Elle est forte, mais... Elle est longue, forte et complexe. Et assez complexe. Donc... Comment un Britannique devient un expert du vin pour un pays qui n'a pas de vin? Oui, qui en a peu. Qui en a de très peu. Maintenant, il y a 3000 hectares de vignes. Parce que le réchauffement climatique. Ça aide, oui, pour faire des bulles. Alors, l'histoire, dans mon cas, est assez simple à comprendre. Mon père était marchand de vin toute sa vie, en dehors de la période de guerre où il a combattu, où il a débarqué en Normandie en 1944 et a survécu. Heureusement pour moi. Et pour lui, évidemment. Oui, oui. Et donc, il était marchand de vin, donc il m'a inculqué l'amour du vin. Okay. J'avais un parrain franco-belge, plus exactement. Donc, j'étais baigné dans le monde du vin. Je gérais sa cave quand j'étais petit. Après, j'ai fait mon propre chemin. Je n'ai pas voulu travailler avec lui, ce qui peut être une bêtise, mais en tout cas, j'ai fait mon propre chemin en faisant bien d'autres choses avant de retomber dans une barrique. Donc finalement, vous êtes revenu à vos premiers amours, à la chose à laquelle vous avez été confronté en premier dans vos souvenirs, quoi. Oui, oui, une des premières choses, en tout cas quelque chose qui était fondamental, et je me souviens de mes premières émotions assez jeune, parce qu'on m'a donné juste d'abord à sentir, ensuite à goûter un bout de vin. À Noël, dans la maison de mes grands-parents, on buvait ils avaient une très belle cave, et mon père fournissait une partie, et goûtant des champagnes, des vins allemands, des vins de Bourgogne, des vins de Bordeaux, des Porto, des Xérès, voilà, tous ces vins-là ont formé un peu mon palais jeune. Après, je me suis formé sur le tas et avec des cours. Et bien sûr, parce qu'il faut être accompagné. Vous vivez en France depuis une 50aine d'années, oui, oui. Entre la Gascogne et Paris. J'ai même commencé en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, oui. Où il y a des vins qui s'améliorent d'ailleurs Oui, surtout la Savoie, un peu en Haute-Savoie, au bord du lac Léman, oui. Ripaille, etc. Ouais, sur des coteaux. Oui, oui, oui. Et donc, j'ai commencé là, mais je ne travaillais pas encore dans le vin. J'étais menuisier apprenti. Ma question était juste de savoir qui vous étiez exactement, parce que vous êtes artiste, vous êtes artisan, vous êtes un amateur éclairé sur le vin et un spécialiste, vous êtes écrivain. C'est quoi le fil rouge de tout ça? Alors, je ne sais pas. Je pense que le fil rouge, c'est la passion. La passion, l'amour pour ce que je fais, pour les métiers que j'ai exercés et que j'exerce encore. Je continue à peindre parce que j'ai fait 3 ans de Beaux-Arts à Londres. J'ai étudié la littérature et la philosophie. Je continue à lire beaucoup dans ces sujets-là. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup avec mes mains parce que j'étais devenu... Je pense que je suis le seul ancien élève d'Eton qui a travaillé dans une usine. Oui, parce que c'est l'aristocratie, c'est l'élite. Oui, oui, oui. Je suis issu de ce milieu-là, mais je l'ai un peu mis à l'écart. Oui, il y a un petit côté chez vous, enfin, je m'autorise, mais par vos choix de vie, pas anard, mais un peu disruptif, ça c'est un mot très à la mode. C'est-à-dire globalement, vous tournez le dos aux conventions, vous dites je ne ferai pas ce qu'on me demande de faire, quoi. Oui, il y a de ça chez vous quand même. Oui, oui, il y a de ça. Oui. Un peu galopin, quoi, d'une certaine manière. Et dans le monde du vin aussi, je dis des choses qui ne plaisent pas toujours à tout le monde. Mais bon. Parlons-en du monde du vin, de ses modes, de ses étiquettes, de ses marques, de ses vins qu'on collectionne et qu'on laisse dans des caves sans jamais les ouvrir. Parce que ça, c'est de la folie, ça. Mais ça existe, hein, vous êtes d'accord? Oui, mais pour moi, c'est une déformation. C'est un truc dingue, ça. Oui, oui, c'est un truc dingue. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire fortune ou qui thésaurisent le vin. Le vin, il est fait pour être bu et échangé, si possible. Bu avec
des amis, des connaissances, de la famille. Le vin, c'est un milieu d'échange pour moi, un milieu de plaisir et d'échange. Et garder ça dans une cave sans ouvrir la bouteille, je ne vois aucun intérêt. Double question, est-ce que le vin français par rapport au panorama de votre palais, parce que vous nous le racontiez, les vins allemands, on le découvre, il y a aussi... Moi, je goûte les vins de partout. De partout. Je n'ai absolument aucun a priori. Aucune d'a Non, ni d'a priori, y compris si on reste sur la France, quant aux appellations. Il y a des appellations qui sont considérées comme plus prestigieuses parce qu'ils ont une histoire plus riche. C'est vrai. Parfois, ils sont plus grandes. Souvent, ils sont plus chers aussi, l'un allant avec l'autre. Il y a des modes. Il y a des modes. Oui, oui. Que, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, c'était le Bordeaux. Et puis tout d'un coup, il y a eu des batailles parce que le Bourgogne a commencé à émerger et ils ont des vins absolument incroyables. Et puis sont arrivés des petits coteaux, des petites régions. On a vu le Languedoc, on a vu. Enfin, comment vous regardez cette espèce de, au-delà du plaisir de le déguster avec des potes ou en famille, cette espèce de business du vin, là, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se dessine là? Je pense que le vin, c'est comme quasiment tout. Il y a des modes, comme vous le dites, très justement. Ces modes oscillent dans le temps. Elles prennent plus ou moins d'ampleur. Là, il y a eu une mode récemment pour le vin rosé. Aujourd'hui, on parle de vin nature, ce qui ne signifie strictement rien. Parce que la nature ne fait pas le vin, c'est l'homme qui fait le vin. Oui, c'est quoi le vin naturel? C'est un vin sans... Ça n'existe pas. Alors, le principe, c'est sans entrant. Ouais. Mais bon, il y a quand même du raisin qui rentre, heureusement. On l'espère. Et puis, si c'est pas guidé par l'homme, on a du vinaigre. Donc, pour moi, c'est un non-sens, ce mot-là. Après, qu'on essaye de mettre moins de produits nocifs dans le vin, ça, c'est une excellente chose. Vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Il faut porter vers une... Mais conduire un vin, faire un vin sans sulfite, par exemple, c'est très difficile à faire. Et les gens qui bricolent avec ça ont des très, très mauvais résultats. Il faut avoir une hygiène absolument comme un hôpital. C'est ça, c'est d'une grande rigueur en termes sanitaires. Oui, c'est ça. Le sulfite, pour ceux qui ne connaissent rien et même ceux qui croient connaître quelque chose, ça sert à quoi? Ça stabilise, ça fixe, c'est quoi? Alors, les sulfites ont deux fonctions. Bactéricide, donc ça tue les bactéries parce que les bactéries sont présentes, soit dans la vigne, soit dans le chai, donc ils peuvent rentrer dans le vin. Et aussi un antioxydant, donc ça aide dans la conservation du vin. C'est ça. Ça stabilise et ça conserve. Donc les vins sans sulfite rajoutés, parce qu'il y a toujours une petite production de sulfite dans la fermentation, les vins sans sulfite rajoutés, il faut les conserver à des températures assez faibles, moins de 14 degrés, sinon ils ne se gardent pas très très longtemps. Et sinon ils tournent? Oui, ils peuvent virer selon le contenu. Il faut qu'ils soient absolument impeccables sur le plan biochimique. S'il y a une moindre déviance, ça part très vite. En vrai, on a des choses qui ne sont pas bonnes. David Cobbold, un homme indéfinissable, mais en tout cas un amateur éclairé sur le vin qui a écrit beaucoup de livres et qui souvent n'a pas sa langue dans la poche pour parfois mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière. Oui, parce que c'est bien la discussion autour du vin. C'est ça que vous aimez aussi? J'aime pas que ça ronronne. C'est ça, vous n'aimez pas la vie qui ronronne et parfois, effectivement, vous créez des étincelles. La question aujourd'hui d'Excelia, que vous avez choisie parmi une liste de questions, on la découvre tout de suite et évidemment, je la pose à David Cobbold. Question Excelia, un groupe d'enseignement supérieur avec 40 000 diplômés, 5 000 étudiants et 5 sites Excelia. Et cette question que vous avez choisie, David Cobbold, sur la fin de l'abondance. Alors c'est un sujet qui est depuis des mois, et même pour ne pas dire des années, et dans l'actualité. C'est quoi votre vision de demain? Et là je m'adresse à celui qui va voir des viticulteurs, qui est concrètement les pieds sur le terrain. L'abondance, c'est un sujet qui impacte aussi le monde de la vigne? Ça impacte le monde de la vigne, oui, bien sûr. Peut-être moins que d'autres métiers, puisque c'est un monde agricole, avant tout. Et le monde agricole est toujours ancré dans la réalité géographique, topographique et météorologique. Je n'oublie pas que l'abondance n'a pas toujours existé dans le vin, et d'ailleurs n'existe toujours pas dans beaucoup de régions. Il y a des vignerons qui souffrent, qui doivent arracher leurs vignes parce qu'ils n'en vivent pas. Donc, ce n'est pas vraiment très connecté avec le vin d'une manière générale. Moi, je suis assez choqué par l'abondance, la surabondance dans certaines villes, certains quartiers, certains modes de consommation. La mode vestimentaire, je déteste, franchement. Je trouve qu'il y a un énorme gâchis là-dedans. En un mot, sur le textile, on achète un jeans, une semaine après, on le jette pour en acheter un autre. Oui, pas moi. Moi, je garde mes vêtements 10, 15, 20 ans, voire plus.
Non, ça c'est quelque chose qui est profondément choquant. Les gens qui jettent les choses d'une manière générale sans les réparer, je trouve que c'est très sain qu'on commence à réfléchir à ça et à agir surtout sur ça. Et quand je vois aussi l'écart entre les populations extrêmement riches et les populations extrêmement pauvres, moi ça me choque profondément. En un mot, pour revenir à vos activités aussi de spécialiste, je ne sais pas si on peut vous appeler onologue, mais en tout cas de spécialiste du vin. Je ne suis pas onologue, c'est un diplôme d'État que je ne possède pas, mais je suis spécialiste du vin, oui. L'idée, c'est quand même le vin pour tous, le bon vin pour tous, parce que oui. donc, je reviens quand même à l'économie du vin. On peut avoir des bouteilles qui montent à 20 000, 30 000, 40 000, enfin bref, c'est des prix totalement exubérants. Oui, oui. Enfin, ça vous choque, ça, ou pas? Oui, ça me choque. C'est comme le prix d'un footballeur, vous voyez? C'est ça, exactement. Je pense que c'est tout à fait comparable et c'est absurde. Mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand on a X milliardaires dans le monde, eh ben, il y a toujours des gens qui ont plus d'argent que de bon sens et qui vont payer ces prix délirants. Mais ça ne me concerne absolument pas. J'estime que tous les vins doivent être considérés comme étant bons pour un certain public, pour un certain goût. Et moi, je ne réchigne pas jamais à parler des vins qui valent entre 5 et 10 euros. En dessous de 5 euros, il y a un petit problème de rentabilité pour le vigneron. C'est ça, on est d'accord. Donc ça, je ne mets jamais en avant les vins qui sont en promotion dans les grandes distributions à 3,40 € par exemple. Parce qu'il y a quelque chose d'indécent. Oui, bien sûr. Exactement. Oui, ils mettent en danger le vigneron. Quand vous faites l'addition, la matière sèche, la bouteille, l'étiquette, le transport, le bouchon, le liquide qui est dedans, qu'est-ce qui reste? Pas rien. Il ne reste rien pour celui qui l'a produit. Donc je trouve que les vignerons doivent vivre décemment. Après, les conditions de production varient beaucoup, font varier beaucoup le coût de revient. Si vous êtes dans la plaine avec un gros rendement, un gros écart entre les vignes, vous pouvez mécaniser beaucoup et ça coûte moins cher à produire. Si vous êtes sur une vigne en terrasse et vous travaillez tout à la main, ce n'est pas du tout le même topo. Et le coût est plus élevé. Le coût est plus élevé. David Cobold, là, on va rentrer sur vos terres, pour utiliser cette expression, avec Divine, notre partenaire, qui révolutionne la manière de consommer du vin. C'est la question Divine que vous avez sélectionnée. Comment conjuguer la tradition et l'innovation? Alors, ça tombe très bien parce que Divine, justement, nous propose des vins d'une qualité absolument incroyable, avec quelque chose qui est totalement disruptif et moderne. Et, comment vous regardez là, c'est le lien de l'innovation et de la qualité, en fait. Oui, mais je pense que ça a toujours été ainsi. Après, les cycles sont plus ou moins longs. Il y a toujours eu de l'innovation dans le vin. L'introduction, je rappelle que l'introduction de la cuve inox, qui est très majoritairement utilisée. Grand débat à l'époque. Oui, et date des années 60, introduit par un Américain, propriétaire de château Aubryon, et qui vient de l'industrie laitière et l'industrie de la bière. Pourquoi? Parce que c'était plus facile à garder une condition hygiénique impeccable avec ça qu'avec les cuves en bois ou en béton. Avant inox, c'était béton et bois. Hein. C'était béton, et avant béton, c'était bois. Et maintenant, le béton revient, le bois aussi, et on voit parfois dans l'échelle les trois. Donc pour moi, modernité et tradition marchent ensemble. Moi, j'ai parfois une définition un peu, comment dire, cynique du mot tradition. La tradition, c'est la somme des erreurs du passé. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des choses à garder de la tradition, il y a des choses qu'il faut transformer ou changer radicalement. C'est ce qu'a proposé Divine. Exactement, et c'est très bien ainsi, parce qu'on n'avance pas si on n'a pas d'innovation. Je suis contre le gaspillage, je suis contre la surabondance, mais je suis pour l'innovation. Et là, ça colle bien parce que Divine nous permet d'avoir que le verre. Exactement. Ça évite d'acheter une bouteille hors de prix au restaurant. Et en bon état, et à la bonne température. Et ça, pour vous, c'est important, la bonne température pour consommer un vin. C'est absolument critique. Quand on goûte le même vin à 3 températures différentes, on a 3 sensations différentes. Ouais, on n'a pas le même temps. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, pendant que nous sommes sur le vin, c'est quoi votre vin préféré? C'est une question qu'on me pose très souvent et je suis toujours un foutu de répondre. Je n'ai pas de vin préféré. J'ai des coups de cœur régulièrement. Il y a des vins qui peuvent m'émouvoir jusqu'aux larmes. Ça arrive, ça c'est le syndrome de Stendhal. C'est incroyable. Oui. L'émotion provoquée parce que ça... Alors c'est un mélange de très grand plaisir sensoriel, d'évocation peut-être d'un lieu ou d'une rencontre de quelqu'un, le vigneron par exemple, ou un lieu avec qui on a partagé, un endroit où on a partagé avec d'autres. Extraordinaire. Et ça n'arrive pas tous les jours, évidemment, mais ça arrive et c'est un moment très fort. Comme regarder un tableau ou un film ou lire un livre, quoi. C'est un plaisir esthétique qui est lié à la fois
à la matière, mais aussi à l'humanité. Bien sûr, c'est très sensoriel et très spirituel. Dernière question, on va revenir peut-être à des choses plus concrètes, mais je sais que vous allez rester probablement dans votre domaine d'expertise. Le vin, probablement, peut-être l'art. La question posée à l'hémicycle, la question que vous allez poser, David Cobold, à tous ceux qui décident, font la loi ici en France. David Cobold, face à la caméra qui est ici et qui vous regarde et que vous allez regarder, vous allez pouvoir vous adresser à ceux qui votent la loi. Et Dieu sait si la loi a évolué sur le vin, sur l'étiquetage, sur toute la dangerosité de ce vin merveilleux. J'imagine que tout ça doit vous hérisser les poils. Je ne sais pas, mais on vous écoute. Oui, je ne vais pas parler de la loi E20 parce que beaucoup en ont parlé et ce n'est pas le sujet. Ce qui me choque dans le monde politique, c'est l'opposition systématique. C'est-à-dire que on vote pour son camp, mais pas pour un projet. Et on vote, du coup, contre les projets des autres. Dès que quelqu'un émet un projet, le parti qui est en opposition ou assimilé à l'opposition vote contre, même s'ils sont pour, fondamentalement, dans leur cœur. Et je trouve qu'on n'avance pas avec ces oppositions stériles, perpétuelles, qui bloquent l'avancée de notre société. Au lieu de penser, est-ce que c'est bien pour le monde, est-ce que c'est bien pour la planète, est-ce que c'est bien pour mon pays, pour mes électeurs, y compris pour moi-même. Non, c'est parce que quelqu'un d'autre l'a proposé que je suis contre. Et ça m'énerve profondément. Je trouve ça stupide et stérile. Coup de gueule sur parfois le caractère un peu stérile des masques politiques. Travaillons ensemble, la main dans la main. Merci David Cobold. Votre dernier livre, là, vous êtes... Le dernier livre, c'est l'Atlas des vins de France. Et je viens d'entamer de l'Atlas mondial du vin. L'Atlas mondial du vin. Les vins de France d'un côté. Vins de France qui est sorti chez Hachette en septembre 2021 et l'Atlas mondial qui sortira l'année prochaine. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Très sincèrement, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un petit verre de vin à partager, mais c'était interdit évidemment, nous n'aurions pas le droit. Alcool évidemment à consommer comme tous les alcools avec modération, faut-il le préciser. Merci David Cobold, bon vent, bonne dégustation émotionnelle. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de nous suivre évidemment. Puis on se retrouve pour un prochain numéro d'On se dit tout. Je vous dis à bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.